Donc, ce matin, on commence avec Colette Brun de l'Université Laval, directrice du Centre d'études sur les médias. Également, Éric Chalifou. Éric, si tu veux venir. Éric est le directeur conseil senior de Léger. Également, Laurence Grondin-Robillard de l'UQAM, de l'École des médias ici, qui va nous parler de TikTok. Et également, Normand Landry de l'Université TELUC, qui va nous parler de son analyse sur l'absence de support officiel au Québec en éducation média et à l'information. Et tout d'abord, je vous présente Colette Brun. Bonjour, Colette. Bonjour Patrick. Alors, Colette est professeure titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval, où j'ai eu la chance d'étudier dans les années 80. Elle est directrice du Centre d'études sur les médias. Elle s'intéresse dans ses travaux de recherche à divers enjeux contemporains du journalisme, les transformations dans les salles de rédaction, les pratiques d'information en ligne des publics. Et Colette préside le comité consultatif indépendant sur l'admissibilité des mesures fiscales relatives au journalisme en collaboration avec Revenu Canada. Elle a co-dirigé cette année avec Véronique Guèvremont l'ouvrage Intelligence artificielle, culture et médias. Alors, Colette, aujourd'hui, son thème de présentation, c'est l'évaluation des formations offertes dans les écoles au Québec primaire, secondaire du Centre québécois d'éducation aux médias à l'information, qui est un partenaire intégral de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ. Alors, Colette, à toi. Merci. Merci Patrick, merci pour cette présentation. Merci Monsieur le vice-recteur pour cette préparation à nos échanges. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Notre coordonnatrice qui est stagiaire postdoctorale à l'Université de Sherbrooke, Thi-Huong Dang, a présenté ses travaux la semaine dernière au colloque du réseau Théophraste qui se tenait en marge du Sommet de la francophonie. Je n'ai pas encore eu la chance de débriefer avec elle, mais je suis certaine que les échanges ici seront tout aussi stimulants. Malheureusement, je dois faire vite. Donc, je vous présente rapidement notre équipe dont fait partie Normand ici et Doria Ramani du CQMI qui est dans la salle. Alors, c'est une recherche-action, une recherche en partenariat. Quand on dit évaluation, on n'est pas là pour faire la leçon, on est là pour travailler ensemble. Puis dans nos réunions, on est vraiment dans l'échange des activités des uns et des autres. C'est une façon de travailler que je trouve absolument formidable. Puis on a une équipe vraiment de feu. Je sais qu'on dit tout ça, mais là, c'est vraiment vrai. On a bénéficié d'un soutien du Fonds de recherche du Québec qui a lancé un nouveau programme sur la désinformation l'automne dernier, enfin l'été dernier. Donc, je pense que tout le monde ici connaît un peu le CQMI. De toute façon, cette présentation sera disponible pour les participants si vous souhaitez. Oui, il faudrait que j'utilise plutôt ça pour changer les diapos. Est-ce que je dois pointer en direction de l'appareil? OK. Est-ce qu'il se passe à rien? Ah, voilà. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, le CQMI a été lancé, enfin, les formations ont été lancées par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec avec l'agence Science Presse, mais le CQMI est devenu une organisation indépendante par la suite parce qu'effectivement, c'était un gros mandat et je peux en témoigner de gérer ces projets, ces formations-là, de collaborer avec le ministère. En fait, c'est pas avec le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation, mais plutôt avec le secrétariat, le SAGE, j'oublie toujours les acronymes, mais d'aide à la jeunesse ou de à la jeunesse du Québec qui soutient cette mission-là depuis 2021. C'est tout un travail, en fait. Puis Normand, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail parce que Normand va parler de tous les défis de soutenir ce type de mission-là en collaboration avec le milieu scolaire qui a sa propre logique, qui a ses propres défis. En ce moment, je pense qu'on n'a pas besoin de trop insister là-dessus. Et aussi parce que la mission d'éducation aux médias et à l'information est considérée comme une compétence transversale qui ne relève à peu près d'aucun cours. Et ce qui complique encore plus les choses actuellement, c'est la création. OK, excusez-moi, je vais trop vite pour mes slides. Les formations, donc, qu'on étudie, c'est les formations qui s'appellent 30 secondes avant d'y croire, qui sont vraiment le noyau là, de l'offre du CQMI, qui ont jusqu'ici ont déjà été offerts à plus de 2000 fois à plus de 60 000 participants, principalement, enfin, c'est sûr que c'est le cœur de ce qui nous intéresse, nous, dans notre projet de recherche, ce sont les élèves du secondaire. Il y a aussi des formations aux adultes, il y a des formations qui sont données aux primaires également. Et ce qui fait peut-être la spécificité de ce projet-là, c'est que ce sont des formations données par des journalistes. Et donc, qui visent et qui sont mises à jour très régulièrement, on va le voir. Euh,
Donc, et comme c'est en classe, ben, ça doit s'intégrer dans le programme de formation qui est, en ce qui me concerne, un mystère, hein. C'est très complexe, il y a beaucoup de jargon quand vous lisez les documents, tout ce qui est gouvernemental. Puis pourtant, je travaille avec le milieu fiscal, là, mais le milieu scolaire, c'est quelque chose pour le jargon. Donc, d'insérer ces formations-là dans le dédale de ce programme-là qui change parce que depuis 2023, il y a le nouveau programme d'études ou la nouvelle matière, si on veut, qui remplace éthique et culture religieuse, dont vous avez sûrement entendu parler, culture et citoyenneté québécoise. Donc, qu'est-ce que ça manque en hiver, comme on dit? Qu'est-ce qu'on fait entrer dans ce cours-là? Il y a une mission, il y a une programmation pour cette matière-là selon les niveaux scolaires. Alors, on a voulu comprendre ça, mais aussi peut-être un peu faire des pressions. Et encore une fois, je vais laisser Normand en parler parce qu'il y a des choses qu'on pense, la désinformation, on pense, devrait prendre plus de place, pas seulement dans les niveaux du primaire où on apprend à utiliser Internet ou à faire des recherches à la bibliothèque de base, mais tout au long de la formation, y compris vers la fin du secondaire où on est plus dans les questions sociales, philosophiques, politiques. La question de la recherche d'information et la qualité de l'information qu'on consomme devrait toujours être présente, il nous semble. Euh, donc, je lis pas dans les diapos, là, je passe très rapidement. Alors, l'état des connaissances, bon, il y a plusieurs personnes ici qui travaillent en recherche dans ce domaine-là, donc vous connaissez peut-être un peu cette littérature. Évidemment, le fait que les jeunes sont très fortement orientés sur les médias sociaux dans leur pratique médiatique, particulièrement dans leur pratique informationnelle, ne sont pas aussi motivés non plus par l'actualité que les plus vieux, et qu'on considère généralement l'éducation média à l'information comme la mesure, peut-être la mesure royale là, de soutien à la résilience sociale pour lutter contre la désinformation. Bien sûr, il ne faut pas que ça s'adresse seulement aux jeunes en milieu scolaire. Il y a d'autres populations adultes qui sont aussi qui ont aussi besoin de ces formations-là. Et pour les fins de la recherche aujourd'hui, là, que je vous présente aujourd'hui, on est vraiment concentré sur les jeunes au secondaire. La recherche montre des résultats, je dirais, mitigés, hein, que les effets bénéfiques sont surtout à court terme, mais on a vu dans une étude qu'on a menée, qu'on a publiée en 2022, c'est sur le site du Centre d'études sur les médias, certains effets à long terme, y compris sur des jeunes moins scolarisés et hors du contexte, des jeunes adultes, hors du contexte de scolarisation, donc des jeunes qu'on pourrait considérer peut-être un peu plus à risque, quoique je pense que ces expressions-là ne sont pas très aimées dans les milieux d'intervention. Passons. Et aussi, certaines recherches qui montrent que la connaissance pratique du journalisme et du contexte sociopolitique spécifique favoriserait la résistance aux croyances erronées, même si on peut penser que ce n'est pas nécessairement spontanément des sujets qui intéressent les jeunes, mais que ça porte ses fruits. Donc, ce qu'on a voulu faire très rapidement, c'est simplement évaluer l'efficacité, la pertinence de ces formations-là sur le développement des compétences, des connaissances et la perception des apprenants, comme on les appelle dans le milieu, relativement à leur consommation d'informations en ligne. Et ça, vraiment dans une logique d'accompagnement. Comme je dis, on n'est pas là pour juger. Au contraire, on serait très mal placé pour le faire. Donc, on a fait des entretiens qualitatifs, j'espère que c'est lisible, avec des journalistes et des enseignants. C'est ce que je vais vous présenter. Euh, donc, entre le mois d'octobre et le mois de mai, vous noterez que le financement a été accordé en novembre, donc on a été pas mal efficace. On a obtenu notre approbation éthique avant d'obtenir le financement. On s'est dit qu'on le ferait de toute manière. Euh, et euh, donc, autant les journalistes que les enseignants, on a voulu avoir une représentativité des profils, hein, des types d'employeurs, des types de situations d'emploi, surtout chez les journalistes là, qui sont quand même, il y en a encore quand même plusieurs qui sont des journalistes indépendants et des journalistes à la retraite. Et aussi, bon, on ne le voit pas à l'écran parce que c'est trop granulaire, là, mais on a voulu aussi une représentation régionale de différentes régions du Québec, ce qui est le cas, là. On a des journalistes de différents milieux. Euh, Idem pour les enseignants. Là, on a eu plus de mal dans le recrutement parce que les enseignants, vous savez ce que c'est leur emploi du temps. On a réussi à en avoir 11. On visait 15. Alors, on a compensé en faisant quelques entretiens auprès d'experts qui ne sont pas présentés ici, là, qu'on va présenter ultérieurement et qui se sont surtout
prononcé sur le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise qui a été peu abordé par les enseignants parce qu'au moment où on faisait les entretiens, en tout cas ceux à qui on a parlé, il y en a très peu qui donnaient ce cours-là. Je pense qu'on avait, je regarde là. Non, c'était des cours CCQ. Il y avait même une personne qui donnait encore éthique et culture religieuse ou qui l'avait reçu la formation parce que c'était des enseignants qui avaient reçu la formation dans leur cours. C'était grâce, et on a fait le recrutement dans les deux cas, grâce à la collaboration du CQMI. Ceux qui font de la recherche par entretien, vous savez à quel point c'est complexe faire du recrutement. Alors, on n'aurait pas pu faire ça sans Doria en particulier, qui est une collègue extraordinaire. Donc, on voit certaines similarités dans les réponses des journalistes et des enseignants. Je pense qu'il me manque, je pense que je suis déjà pas mal à la fin, non, j'ai l'impression. OK. Parce que là, c'est le cœur du sujet. Alors, c'est sûr qu'ils y arrivent avec leur expérience différente, hein. Les journalistes ont un intérêt de rencontrer les jeunes, de se rapprocher du public. Donc, déjà, les journalistes qui veulent faire ce type de formation-là ont ces motivations-là au départ. Mais on va voir que l'expérience vient renforcer cet intérêt et je pense, on peut dire, cultiver aussi leur sens du métier. C'est ce que j'espérais et puis effectivement, ça se vérifie. Pour les enseignants, c'est aussi des enseignants qui sont aussi particulièrement motivés par la rencontre des élèves avec des journalistes professionnels. Donc, ils font venir, comme dans bien d'autres domaines, hein, ils font venir des intervenants externes pour faire ce que eux ne se sentent pas capables de faire. Très sensibles à la question de la pensée critique. Donc, on a, dans nos entretiens avec les enseignants, avec les experts, on a tout un volet là-dessus parce que les journalistes aussi avaient mentionné ça, mais malheureusement, je ne peux pas entrer dans ces résultats-là ici, mais ça sera l'objet certainement d'une publication. Et bien sûr, le fait qu'il s'agisse d'une formation gratuite, hein, toujours une motivation importante en milieu scolaire. Euh, alors, on leur a demandé bien sûr les liens entre les objectifs pédagogiques de la matière qu'ils enseignent et du programme, enfin, et aussi du programme de formation dans son ensemble. On voit que les enseignants, là ici, c'est réponses seulement évidemment des enseignants, que les réponses sont à peu près les mêmes indépendamment des matières enseignées. Éducation aux médias et à l'information. Alors, on sait très bien que c'est un objectif. Former les élèves à avoir un jugement critique et une compétence numérique. Apprendre les étapes. Donc, ce qui est en gras, c'est vraiment ce qui est plus important. Apprendre les étapes pour valider la crédibilité des sources. Ça, c'est peut-être un peu moins fréquent. Et certains enseignants ont dit, ben, ils ne voient pas nécessairement de lien avec les objectifs pédagogiques, mais ils le font, je dirais, plus par intérêt, comme une forme d'enrichissement complémentaire. En ce qui concerne la réception des formations par les élèves, dans les deux cas, autant les journalistes que les enseignants constatent que beaucoup des élèves sont très intéressés, mais qu'on a du mal à rejoindre certains élèves et c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour la suite du projet. Les enseignants ont peut-être une réponse un peu plus positive parce qu'ils sont habitués à avoir des ados qui ont l'air un peu plus endormis. Enfin, j'extrapole un peu, là. Là, je suis désolée pour le petit caractère. Là, j'ai grandi autant que j'ai pu. Mais juste rapidement, on voit que les attentes sont différentes pour les journalistes et les enseignants. Euh, Par rapport à la vérification, par exemple, pour les journalistes, c'est quelque chose de très important. C'est dans la deuxième colonne, mais c'est lié au métier, en fait. Tout ce qui touche plus directement au métier de journaliste, les journalistes ont peut-être un regard un peu plus détaillé là-dessus. Par exemple, distinguer entre un journaliste et un chroniqueur, c'est pas quelque chose auquel les enseignants sont sensibles. Par contre, les enseignants disent, ben, c'est important pour les journalistes de pouvoir, les élèves de distinguer un journaliste d'un influenceur ou d'un YouTuber, donc un créateur de contenu, comme on les appelle maintenant. Et ça, je pense que c'est quelque chose enfin, c'est un message que j'essaie de porter auprès des journalistes aussi, de s'intéresser à ces pratiques-là, même s'ils pensent que c'est une menace, parce que c'est le cadre de référence des jeunes. Bon, je vais passer rapidement là, sur les lacunes et les besoins. On comprend que c'est des objectifs généraux dont on a déjà un peu parlé. En ce qui marche, ce qui marche très bien auprès des élèves, la notion de fausses nouvelles et la détection des fausses nouvelles. Donc, les deux enseignants, les journalistes et les enseignants sont d'accord là-dessus. Et si
sur le fait de présenter le travail des journalistes parce que on comprend qu'ils ne sont pas naturellement exposés à ça dans leur vie quotidienne. Et on le voit chez les jeunes adultes aussi qui ont peut-être moins conscience de ce que c'est le travail d'un journaliste. Donc, je pense que c'est un objectif important. Les journalistes tiennent beaucoup à la section, c'est les algorithmes, peut-être un peu plus que les enseignants. Oups, excusez-moi, j'ai oublié de cliquer. Les éléments appréciés par les élèves, donc tout ce qui est exemple, vidéo, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui est constamment mis à jour, des reels de TikTok, des vidéos, la fameuse vidéo d'Anne-Marie Dussault qui a été truquée là, pour dire qu'elle vend un produit de loterie ou je ne sais plus trop, un espèce de scam, là, d'arnaque, où on a faussé la voix et l'image, enfin, une deepfake d'Anne-Marie Dussault. C'est un exemple qui est donné et qui, bon, tous ces exemples-là, ça rend la présentation beaucoup plus dynamique. Les enseignants apprécient beaucoup le témoignage professionnel et les interactions et les échanges. Mais il y a quand même certaines limites. On pense qu'il pourrait y avoir un peu plus d'interactivité. Le fait qu'on manque de temps, hein, c'est un projet, c'est un enjeu qui est très complexe. Euh, les journalistes, évidemment, ils partent après la formation, ils ne savent pas vraiment comment ça a été reçu. Bon, ils trouvent que le matériel qui leur est fourni, il y a beaucoup, beaucoup de matériel, donc ils n'arrivent pas nécessairement à passer à travers. Ils veulent aussi raconter un peu leur métier et prendre un peu de temps pour échanger avec les élèves. Bon, certains ont eu des difficultés techniques. Je ne m'inquiéterais pas trop de ça. Et les enseignants sont bien conscients qu'il y a certains élèves qu'on n'arrivera jamais, enfin, qu'on n'arrive pas à rejoindre. Je pense que c'est. Certains, et d'ailleurs, certains ont choisi d'utiliser deux séances ou deux séances une après l'autre pour vraiment aller au bout du sujet. Euh, je pense que je vais aller plus rapidement. Le temps, enfin, les suggestions, les recommandations vont un peu dans le sens des limites qu'on a constatées. On parle de développer aussi tout le matériel sur l'intelligence artificielle, d'obtenir un peu plus de rétroaction. Euh, ça, c'est ce qui est commun aux deux groupes. Beaucoup de souhaits. Donc, je conclurai tout simplement en disant que c'est une activité qui est très riche de sens, autant que pour les journalistes et les enseignants. La prochaine étape, ça va être d'aller auprès des élèves. On est en train de développer un jeu. Alors, l'idée d'un jeu de cartes, en fait, et non un jeu numérique, ça va être de maximiser, si on veut, la dimension ludique de cet apprentissage. Et évidemment, il y a tout le problème du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise qu'on n'a pas réglé. On pourra en reparler peut-être l'année prochaine ou dans d'autres contextes. Voilà. Merci beaucoup, Colette Brun de l'Université Laval. On va prendre des questions pour Colette durant la table ronde entre 11h30 et midi. Je tiens à remercier les 20 personnes qui sont en ligne, essentiellement de l'Europe francophone et de l'Afrique francophone. Et pour la prochaine présentation, on va vous présenter un sondage omnibus commandé pour l'UQAM et pour le colloque aujourd'hui. C'est de Léger, le groupe Léger. Alors, Éric Chalifou est le directeur conseil senior. Il va nous présenter un mini-sondage sur la perception des Québécois à l'égard des médias traditionnels, également les inquiétudes des Québécois à l'égard de l'intelligence artificielle générative. Alors, Éric Chalifou, bienvenue. Je rappelle que depuis plus de 15 ans, tu es chez Léger. Éric accompagne un portefeuille de clients dans l'atteinte de leur objectif de recherche en opinion publique. Il s'agit de cerner les enjeux avec précision, de les transposer dans le bon véhicule de recherche, les utilisations stratégiques des résultats, évidemment. Conseille ses clients dans les domaines caritatifs, pardon, institutionnels, l'aviation, le transport, l'énergie, les domaines variés comme le monde des médias. Merci beaucoup pour ce sondage Omnibus pour la deuxième année. Et Eric, tu diriges l'étude Réputation de Léger depuis 2014, une étude phare qui a cours depuis plus de 25 ans. Et je rappelle que tu es diplômé au baccalauréat en Sciences Po et à la maîtrise en histoire de l'UQAM. Alors, Eric, on regarde ce sondage avec toi dans les 15 prochaines minutes. On t'écoute. Merci. Effectivement, diplômé d'ici, je me plaisais à déambuler un peu ce matin, constatant les changements à gauche et à droite, constatant qu'il y avait moins de lieux de débauche que à l'époque où j'étais ici au milieu de la vie de cette université il y a au moins 25 ans. Alors, le temps a bien passé. Euh,
Je suis quand même heureux d'être ici. Merci Patrick pour l'invitation. Remplaçant un collègue là, que je salue au passage. La matinée est à peine amorcée. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur des données que je vais vous présenter. Le sondage est peut-être court, mais il est quand même inquiétant. Euh, sans plus tarder, un peu de métaux, puisqu'il s'agit d'une recherche quantitative. Donc, sondage omnibus, comme le mentionnait Patrick à l'instant. On a interrogé donc 1006 résidents du Québec, 18 ans et plus. Marge d'erreur comparable de 3,1 %, un classique, là, 19 fois sur 20. Euh, on a collecté ces données, c'est tout frais, donc du 13 au 15 septembre dernier. Toutes ces données ont été pondérées, bien entendu, suivant l'âge, le sexe, la région, scolarité, langue maternelle, présence d'enfants dans le ménage, basées sur le plus récent recensement du gouvernement du Canada. Donc, question que nous avons posée l'an dernier, donc c'est peut-être l'intérêt de ces données-là, nommément. La question était la suivante. Sur les réseaux sociaux, dans quelle mesure faites-vous confiance aux publications qui relaient des actualités provenant de médias traditionnels? Alors, cette année, 6% nous ont répondu beaucoup, donc beaucoup confiance, assez confiance à 43%. Donc, on a, somme toute, un Québécois sur deux qui a beaucoup ou assez confiance dans ces publications qui relaient des actualités provenant de médias traditionnels. Si on compare ça à l'an passé, donc 48%, donc tout à fait comparable. On voit quand même ici cette petite baisse chez les beaucoup, donc un petit effritement, pas calculé comme étant statistiquement significatif, mais quand même, on passe de 8 à 6%. Les gens qui sont allés se réfugier peut-être un peu plus dans les assez confiance, là, on passe de 40 à 43. Pour ceux qui disent ne pas avoir ou peu ou pas du tout confiance dans ce type de publication-là, ben, c'est un peu à l'avenant, là, 42-43%. Peu, 31-33, pas du tout, 12 à 11. Somme toute, on peut voir qu'il y a peut-être un peu plus de jeunes, 18-34, là, qui font assez confiance à ce genre de publication. Euh, Peut-être un peu plus d'hommes qui font davantage confiance avec 9%, là, si on compare aux 4% chez les femmes. Bon, ici, on a posé cette question qui vient de sa origine de la chaire de l'UNESCO. Ça a été posé pendant la pandémie. Euh, Ce sont des énoncés qui sont faux et que l'on a testés. Donc, on a testé leur niveau d'appui dans la population. Comme vous pouvez le voir dans la colonne de droite, c'est des énoncés qu'on a posés également l'an dernier, à la différence d'un énoncé qu'on a retiré parce que, bon, en ce moment, en raison de la présidentielle américaine, l'énoncé en question était: croyez-vous que Donald Trump s'est fait voler l'élection en Georgie avec l'actuelle campagne présidentielle américaine? On s'est dit qu'elle allait peut-être causer un peu de bruit, donc on a retiré. Mais pour le reste, elles sont là intégralement. Donc, comme vous pouvez le constater, le premier énoncé qui dit, euh, donc on leur demande si chaque affirmation est susceptible d'être vraie avec une échelle qui va de je ne sais pas, certainement fausse, probablement vrai ou certainement vrai. Donc, on peut voir le premier énoncé. Donc, les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. Euh, on avait 44% l'an dernier. On a 50% cette année. Donc, une hausse de 6%, une hausse qui est calculée comme étant statistiquement significative. Je vous dirais d'emblée que c'est peut-être pas une très bonne nouvelle, mais il faut quand même prendre acte de. Euh, Ensuite, il y a les énoncés, je vous les lis parce qu'ils sont quand même tous plus succulents les uns que les autres. Des preuves de contact extraterrestres sont simulées, excusez-moi, au grand public. Donc, on avait 34% l'an dernier, 32% cette année. Donc, petite baisse, mais qui n'est pas statistiquement significative. Les gouvernements cachent au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Donc, on passe de 25 à 29, une hausse qui est statistiquement significative, donc de 4% par rapport à l'an dernier. L'immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population canadienne par une population immigrée.
Et Donald Trump nourrit ça là, sur une base, ma foi, presque quotidienne. Donc, une hausse aussi pour cet énoncé-là, passant de 19 à 23, une hausse de 4 statistiquement significative elle également. Des technologies permettant le contrôle de la pensée sont utilisées sur les gens à leur insu, de 20 à 22, donc une hausse encore une fois de 2 La propagation du coronavirus est une tentative délibérée d'un groupe de personnes puissantes de prendre le contrôle sur la population. Donc, de 15 à 20, une hausse également statistiquement significative, la deuxième plus importante, là, avec 5 points comparé à l'an dernier. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés par d'autres que des terroristes islamistes, excusez-moi, de 17 à 19 une hausse également statistiquement, pas statistiquement significative, mais quand même une hausse de 2 comparativement à l'an dernier. La guerre en Ukraine, fabriquée pour détourner l'attention de la population, créer un nouvel ordre mondial, kiff kiff. Réchauffement climatique n'existe pas. De 12 à 13 Et ben, seul prix de consolation cette année, le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. On a une baisse ici de 2 passant de 12 à 10 Je vous invite quand même à regarder les extrêmes, donc qui constituent les je ne sais pas et les certainement vrai. Et pour la majorité de ces énoncés-là, ben, il y a davantage de gens qui ne savent pas. Donc, ils sont sur la ligne de côté, on ne sait trop, prêts à prendre le parti de ceux qui doutent ou non. Mais tout ça est quand même un peu, je dirais, stupéfiant, pour en dire le moins. Ensuite, on a posé la question suivante, qui est dans l'air du temps, vous l'aurez compris. Excusez-moi, j'essaie de suivre. Donc, craignez-vous que les intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire les modèles, les algorithmes capables de générer du texte, des images ou des vidéos à partir d'une grande quantité de données, permettront de créer plus, autant ou moins de désinformation? Alors là, ben, encore une fois, davantage de gens, en fait, une majorité pense que ça créera davantage de désinformation, à hauteur de 55 qui nous ont dit plus de désinformation. Autant de désinformation, 27 moins de désinformation, 5 Encore une fois, 14 des gens disent ne pas savoir. Donc, si on compare à 2023, où on avait 49 des gens qui disaient que ça va créer plus de désinformation, ben, cette année, on a une hausse de 6 points qui est calculée comme étant statistiquement significative. Alors, ce sont les données que nous avions pour lancer ou amorcer vos réflexions aujourd'hui. Je pense qu'il y a matière à discussion, effectivement. Merci beaucoup, Éric. On va prendre deux questions, étant donné qu'Éric doit quitter dans les prochaines minutes. Alors, j'ouvre le terrain pour questions. Colette Brun de l'Université Laval. Est-ce que je peux en poser une et demie? Je serais curieuse de voir les résultats pour le Québec et le Canada, ou francophone, anglophone, et aussi, est-ce que vous faites un lien entre la réponse à la deuxième question sur le contexte, justement, ben, enfin, l'explication de la hausse, est-ce que c'est lié beaucoup au contexte intelligence artificielle ou est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez comme facteur? La hausse à la Q3, donc la dernière question. Ben, de manière générale, là, la hausse de l'adhésion aux thèses conspirationnistes, parce qu'il y a quand même plusieurs énoncés là, qui augmentent. Effectivement. Et, ben, je ne sais pas si vous faites Je pourrais pas en faire pas grave. une Ben, alors, corrélation, mais on vit dans le monde qu'on vit, là, puis je pense que avec ce qui se crée comme désinformation en images, on n'en manque pas là, d'exemples probants. Là. Vous parliez vous-même là, de Mme Dussault là, qui a fait l'objet de. Je pense qu'on est. Marie-Pierre Morin, Norman Brathwaite, Pierre Bruno, tous les Moi, jours, oui. je pense que si Descartes revenait, il faudrait revoir ça comme je doute, donc je suis. Là. et pour le Québec, vous avez les résultats? Ça, ce ne sont que des résultats pour le Québec. On n'a pas posé la question au Canada. OK. Oui, Québec, oui. Oui, Québec. Wow. Ben oui, c'est vrai. D'autres questions pour Éric Chalifou concernant le sondage léger réalisé pour le colloque d'aujourd'hui? Il y a des trucs qui vous... Oui. Au micro, s'il vous plaît, monsieur. Merci, juste de vous présenter. Merci. Ouais, mon nom, c'est Louis Bisson. Si on voit la scolarité, Ouais. je suis derrière toi, Patrick, Oui, excuse-moi. et on voit que quand même, Ouais. universitaire, collégial ou Ouais. primaire, Ouais. c'est entre 78 et 88. So, Ouais. grosso modo, 8 à 9 personnes sur 10 croient qu'il y a autant ou plus. Je dirais que ça ne change rien comme l'éducation a peu d'influence. La majorité des gens pensent qu'il y a plus et autant de possibilités de générer la désinformation.
Mais ici, on voit quand même à la ligne plus, là, 63% au bout. Donc, il y a davantage de gens qui s'inquiètent là, de désinformation. Plus on est instruit, plus on s'inquiète. Non, 5 ans. Ce qui est sain. Ce qui est une bonne chose. Ben, Éric, est-ce que tu vois des questions qu'on devrait peut-être ajouter pour l'édition de l'année prochaine pour aller pourrait être peut-être un peu intéressant. plus loin, L'angle de Mme Brun pourrait être intéressant, effectivement. Allez voir ce que le Canada. comparé avec le Canada anglais? Plus, Oui. dans les mêmes eaux, dans les mêmes doutes ou dans les mêmes inquiétudes, effectivement. Et est-ce que tu crois que le blocage des nouvelles au Canada par Meta depuis le 1er août 2023 pourrait avoir un impact sur le 6 points de pourcentage d'augmentation de... La loi était en vigueur quand on a posé les questions, c'était nouveau, mais de toute évidence, là, les gens vivent avec ça. Il y a encore des Oui. nouvelles qui passent, là, mais Je vais prendre une question de notre collègue de l'Université de Montpellier 3, Adeline. Oui, bonjour à tous. Je voudrais juste revenir sur l'expression médias traditionnels, parce que je me demandais s'il y avait une différence entre, par exemple, les chaînes d'information continue et les journaux papier dans les recherches. Voilà, en France, hein, on sait. Alors moi, je travaille plutôt sur le contexte scolaire et les jeunes nous disent qu'ils font encore plus confiance dans un journal papier, puisque pour eux, il y a vraiment des journalistes, des vrais journalistes derrière qui travaillent, en opposition avec les chaînes d'information continue qui vont associer davantage à une forme de désinformation. Voilà. la question est bonne. Nous, on ne fait pas la différence. Donc, les médias traditionnels, pour nous, sont autant ces médias-là, télé, que les médias écrits ou la radio, là. On les met plutôt en opposition avec les médias plus jeunes, plus récents, les médias sociaux, nommément. En tout cas, je pense que dans l'esprit des gens, télé, radio, journaux, c'est un média traditionnel, à mon sens. Merci beaucoup, Éric Chalifou. Alors, je rappelle qu'il y a un article complet dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec ce matin sur le sondage. J'ai intégré également le sondage dans mon infolettre et on peut vous envoyer le PowerPoint sur demande avec grand plaisir. Ça, évidemment, ça fait partie du partage de l'information. Alors, merci beaucoup, Éric Chalifou de chez Léger. Bonne journée. Très apprécié.